comment s'orienter après le bac? Madame, Messieurs, c'est de ça qui sera question aujourd'hui dans ce numéro d'On garde les contacts. Ce sont les vacances, mais le temps doit être mis à profit pour réfléchir sur la rentrée scolaire. Et pour en parler, nous avons Madame Kessé Félicienne qui est avec nous. Elle est conseillère d'orientation. Bonjour, Madame. Bonjour, Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, nous avons Monsieur Inabo Delors, qui est homme de culture et chroniqueur sur ce programme. Bonjour, Inabo. Bonjour, Mohamed. Et en face de M. Inabo, nous avons Seydina Chérif Ahmed, le président de l'Institut des civilisations noires et auteur littéraire. Bonjour, Seydina. Bonjour, Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. La question a été posée aux Abidjanais. Voici ce qu'en pensent ceux qui ont été retenus pour l'élément. Les conséquences d'une mauvaise orientation peuvent être multiples. La première chose, c'est que ça peut tout de suite provoquer la démotivation chez le sujet. Et s'il est démotivé dans ses études, évidemment, il y aura beaucoup de négligence et ça conduira forcément à l'imperfection au niveau de l'apprentissage. Donc forcément, il sera incompétent. Donc on formera un cadre incompétent, voilà, qui fera un travail qu'il n'aime pas. Les conséquences d'une mauvaise orientation vont durer sur plusieurs formes. Par exemple, élève étant en C, qui va en classe, qui va en seconde A, va le perturber parce qu'il ne s'attend pas à... Bon, il n'est pas fort dans la matière, et puis si c'est un élève paresseux, ça ne va pas lui faire avancer. La mauvaise orientation a pour conséquence le désintérêt des études, d'où l'échec scolaire. J'ai un témoignage d'un ami, on était tous bien en seconde et en troisième, et chacun a son BPC. Il a été orienté en seconde C. Moi j'étais allé en A, et de là, seconde C, il avait tous les problèmes pour piquer. Vraiment, j'ai vu qu'il était mal orienté. Pourquoi? Parce que lui-même, il était bien en anglais et pas mal aussi en français. Donc, arrivé en seconde C, qui était typiquement les sciences, c'est-à-dire la mathématique et les physiques, et il a commencé à se désintéresser aux études. Voilà, la question a été posée autrement à nos intervenants. Quelles pourraient être les conséquences d'une mauvaise orientation? Alors, Madame Kessé, êtes-vous d'accord avec ce qui a été dit par les différents intervenants? L'élève est démotivé ou l'étudiant est démotivé parce qu'il n'étant pas à la place qu'il mérite selon lui, la place qu'il avait choisie. On pourrait le dire, ça pourrait être une des conséquences, mais il y a plusieurs autres conséquences en matière de mauvaise orientation. Lorsqu'une personne est mal orientée, c'est vrai, la personne n'est pas motivée. La personne également n'a pas les aptitudes qui correspondent à la filière qu'elle est en train d'exercer, et cela peut provoquer beaucoup de choses. L'échec scolaire, on l'a dit, également une démotivation dans l'ensemble, et puis une mauvaise estime de soi, manque de confiance également en l'individu qui ne peut pas s'adapter à la société, qui ne peut pas être utile à la société. Monsieur Inabo, la mauvaise orientation s'apparente ici à un plomb pour la carrière, un poids pour la carrière. Oui, en effet. À la base, orientation nous laisse supposer une direction. Voilà. Et quand on emprunte la direction qui ne nous amène pas vers l'espace auquel on s'attend, c'est normal qu'on stagne. Voilà. Le tout n'est pas d'arriver, le tout est d'arriver là où on voulait aller, là où on a l'aptitude d'être efficace. Si on se retrouve dans un endroit où nos capacités, où nos aptitudes ne nous permettent pas d'exceller, il est clair qu'on sera plombé. On est dérouté, voilà. Et ça peut avoir des conséquences néfastes sur notre propre rendement, mais aussi sur la société, Seydina. Oui, pour moi, la mauvaise orientation est la fille d'un mauvais système. Si le système n'est pas adapté aux réalités, aux besoins de la nation, je pense que forcément, il aura des mauvaises orientations. Alors, si le système est adapté à nos réalités, il sera difficile d'avoir quand même des orientations qui seront devenues mauvaises. D'où ce que le monsieur a dit, former des cadres qui seront incompétents. Parce qu'il faut qu'on puisse se dire que l'école, quel que soit X, doit pouvoir former des citoyens qui vont se mettre au service du développement de la population. Alors, si excusez-moi, si ces citoyens ne sont pas bien formés ou ils ne sont pas formés dans ce que les intelligences peuvent supporter,
obligatoirement, il y aura des effets négatifs. D'accord. Les conséquences sont claires. Hein. Vous trouvez des employés ou des agents démotivés dans les services parce que vraiment, ils ne sentent pas le travail là. Donc, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ça, c'est ce que l'usager dit lorsqu'il est mal reçu, lorsque le service est mal rendu. Nous allons aller ailleurs, précisément en France, avec un élément e-télé. Comment obtenir la bonne orientation après le bac? À 18 ans, il vient de passer le bac et envisage de travailler dans l'informatique. Mais comme beaucoup de jeunes, il se pose beaucoup de questions sur son orientation. Bonjour Hugo. Des questions qu'il est venu poser à Cédric, ingénieur en informatique, sur son lieu de travail. Quelles options, quelle spécialisation on peut avoir dans les écoles? Alors, pour travailler dans le web... Quelle école choisir, quel diplôme, quel débouché, tout y passe. Et en répondant aux questions, Cédric trouve aussi son intérêt. On sait très bien qu'il y a des filières où on a plus besoin de gens que d'autres. C'est bien de les orienter dans ces filières-là et de leur expliquer derrière un jargon professionnel ce que ça veut dire concrètement pour eux, le travail qu'ils vont faire demain, pour les aider à choisir. Après cet entretien, pour Hugo, ses choix sont désormais plus clairs. La formation d'ingénieur a l'air vraiment très complète. Ça me motive, ça me donne vraiment concrètement un job, une idée, un chemin à suivre. Une rencontre rendue possible grâce à un site français lancé il y a quelques mois par une jeune professeure. À l'origine, un constat simple. En fait, mes étudiants étaient complètement perdus quant à leur orientation et ils ne connaissaient absolument pas les métiers vers lesquels ils pouvaient se diriger. Et parallèlement à ça, j'étais en contact également avec beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a des professionnels qui adorent parler de leur métier et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de créer une plateforme sur laquelle en fait, les deux pouvaient se rencontrer. Le site s'attend à un pic d'activité dans le mois qui vient. L'étudiant est dans l'entreprise, je vais dire, selon ses visées, il se retrouve face à des professionnels du secteur d'activité qui l'intéressera. Ça aussi, c'est une démarche possible. Effectivement, il faut d'abord définir ce que c'est que l'orientation. S'orienter, c'est se trouver une voie. Et dans le domaine scolaire et universitaire, c'est trouver une voie d'études, une filière d'études, de formation et ensuite de trouver un métier. Donc s'orienter, déjà, la personne doit apprendre à se connaître. Il faut d'abord savoir qui on est avant de chercher à savoir qui on veut devenir. Donc, il y a des éléments, des traits de personne. Ça commence à partir de quand, ça, déjà? Donc, normalement, ça devrait pouvoir commencer à partir de la première année du secondaire, la classe de 6e. Dans notre système, ça se pratique déjà. Où nous accompagnons les enfants depuis la classe de 6e jusqu'en 3e. Nous préparons les enfants à se connaître, à élargir leur horizon des métiers. Parce qu'on constate que de façon générale, les élèves qui envisagent un métier se retrouvent généralement dans leur environnement immédiat. Si papa, par exemple, est médecin, on veut être médecin. Si papa est journaliste, on veut être journaliste. Parce qu'on a un horizon qui n'est pas élargi. Donc nous essayons de les accompagner, d'élargir leur horizon au niveau des métiers. Ça, c'est mieux ou c'est mauvais? C'est déjà bon. C'est déjà bon de les accompagner. Donc les enfants doivent apprendre à se connaître, à savoir qui ils sont, quelles sont leurs qualités et leurs défauts. C'est à partir de là que tout le travail commence, très tôt déjà. Maintenant, ensuite, il faudrait voir les aptitudes. Et ce sont les différents critères que je suis en train d'énumérer ainsi. Le premier critère, ce sont les traits de personnalité, nos qualités et nos défauts. Le deuxième critère, ce sont nos aptitudes. Les aptitudes sont les habiletés, ce dans quoi nous sommes habiles, ce dans quoi nous sommes vraiment efficaces. Et dans le niveau scolaire, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons que nous avons des élèves qui sont scientifiques, avec un profil scientifique. Donc, ce sont des élèves qui ont certaines aptitudes. Nous avons des élèves qui sont littéraires, avec d'autres aptitudes que je pourrais développer plus tard. Il y a également des élèves qui sont techniques. Donc, ce sont des différents types d'individus que nous savons. Ça, c'est au niveau scolaire. Mais il faut dire que l'école ne valorise que deux types d'intelligence. L'intelligence logique, mathématique, et l'intelligence verbale linguistique. Il faut savoir bien parler le français, il faut savoir écrire correctement le français, et puis il faut avoir un raisonnement logique. Donc de la plus petite classe CP1 jusqu'à l'université, c'est ce qu'on valorise. Donc l'élève qui est dans ce créneau ne voit pas les autres potentiels synthétiques qui existent en lui, alors qu'il a d'autres aptitudes. Il y a des élèves qui savent très bien dessiner, il y a des élèves qui savent très bien danser, exprimer avec leur corps. Ce sont d'autres types d'intelligence qu'il faut valoriser. Il y a des personnes qui savent entrer en contact avec d'autres personnes. C'est une forme également d'intelligence, l'intelligence interpersonnelle. Donc l'enfant doit apprendre également à connaître ces différents types d'éléments qui existent en lui. Le deuxième critère. Le troisième critère, on pourrait parler d'intérêt, de goût, de préférence pour les secteurs d'activité. Qu'est-ce qui intéresse la personne? Quelles sont les activités qui l'attirent?
peut déterminer différents types d'activités. Il y a des personnes qui aiment aider. Et j'ai l'habitude de dire qu'on peut aider en soignant, médecin, on peut aider en éduquant, un professeur, on peut aider en informant, journaliste, on peut aider en défendant, magistrat ou avocat. Donc vous voyez que le centre d'intérêt est très important. Et le dernier critère, ce sont les valeurs. Les valeurs, ce sont les choses qui sont les plus importantes dans la vie d'une personne et qui l'amènent à prendre une décision. Ça influence ses décisions. Et à partir de là, lorsque la personne essaie d'identifier tous ces éléments-là, on fait une synthèse et il y a un profil, un secteur d'activité qui correspond à l'individu. Et c'est comme cela qu'on aide déjà la personne à pouvoir s'orienter. Donc voilà. Présenter comme ça, les choses se dérouleraient bien. Vous ne voulez pas faire ça dans le corps du débat? Bon, okay. Voilà. On reste. Pas que j'oublie. Voilà. Bon, non, vous n'allez pas oublier. Je note ça pour vous. Monsieur Nabo, le document tout à l'heure a soulevé 3 grands points que vous avez scannés tout de suite là. Quelle école, quel diplôme, quel métier? Oui, en effet. En fait, je me réjouis de l'exposé de notre amie, Madame Kessé. Mais il faut dire que dans le fond, son angle d'appréciation se situe à un niveau qui n'est pas, à mon sens, totalement immergé dans les réalités de ceux qui sont concernés. Elle prend le problème d'en haut. Voilà. Je conçois que ça colle à son activité en tant que conseiller d'orientation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont mal éduqués. Les gens ne sont pas bien éduqués sur tout ce qui entoure l'école en termes de formation, mais aussi d'être informé. Oui, bien sûr, pas l'éducation donnée par les parents, l'éducation sociale, non. Les gens sont mal informés, disons, sur tout ce qui englobe le système de la formation jusqu'à l'insertion dans le milieu socio-professionnel. Le sujet que nous avons vu tout à l'heure dans l'élément d'une minute qui est passé a soulevé pour moi 3 points. Ce sont les questions de savoir quelle école intégrer, pour quel diplôme et pour quel métier. Quand vous observez bien l'élément, ce jeune bachelier a dit que sa préoccupation est de travailler dans le milieu, dans les métiers de l'informatique. Autrement dit, il connaît parfaitement son point de chute. Vous comprenez? Il connaît parfaitement son point de chute. Il a son projet de vie. Il sait exactement ce qu'il veut réaliser, ce qu'il veut faire de sa vie. Vous comprenez? On parle d'un élève qui vient juste d'avoir le bac. Oui. Okay? Si bien que sa préoccupation est quelle est la meilleure école circuit que je dois fréquenter pour avoir quel diplôme dans le but de pouvoir effectuer ou du moins mettre en œuvre mon projet de vie. Vous comprenez? Mais ce n'est pas un hasard qu'un étudiant en France réfléchisse comme ça et qu'en Afrique, nous basons nos capacités d'orientation sur nos meilleures moyennes. Généralement, ce sont les parents qui effectuent cette démarche. Même au-delà des parents, l'élève se dit, je vais aller ici ou là parce qu'en mathématiques, je suis fort, en français, je suis moins fort, etc. Alors que de l'autre côté, il cherche son orientation en fonction du projet de vie qu'il s'est fait. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Cela signifie que dans beaucoup de cas, l'élève qui sort du bac ici ne sait même pas encore ce qu'il veut faire, ne sait même pas encore dans quel domaine d'activité il veut travailler. Quand c'est comme ça, on est exposé à tout et à tous les dangers. Et donc, quand on rentre à l'université et qu'on intègre une filière bien précise, comme l'avenir est obscurci, on n'a aucun target, il n'y a rien qu'on vise, il n'y a pas de but, on se noie puisqu'on ne sent plus l'utilité de ce qu'on est en train de faire. Et c'est en ce moment-là qu'on est plombé. Vous comprenez? C'est en ce moment-là qu'on est plombé. Là, le conseiller d'orientation est indexé. Parce que s'il trouve qu'on n'est pas bien informé de l'environnement et de ce qu'il faut faire... Je pense que le travail commence déjà à la maison, dans les familles. Il a dit un mot très important, mal éduqué. Quand on parle d'éducation, on a la famille et également l'école. Déjà dans les familles, très tôt, on doit pouvoir aider les enfants. Et nous encourageons parfois les parents à accompagner leurs enfants, à leur montrer l'importance même du travail scolaire, à faire le lien entre ce qui s'apprend à l'école et dans la vie quotidienne. Un enfant qui apprend par exemple des mesures, à la maison, il doit pouvoir l'appliquer. Nous voyons que les parents marquent une certaine rupture entre l'école et la famille. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, au niveau de l'école, nous travaillons.
nous faisons ce que nous avons à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en étant dans les établissements, nous essayons d'accompagner les élèves. Cela n'est pas facile, c'est vrai. Il n'y a pas trop longtemps que nous sommes dans les établissements. C'est quelque chose qui est arrivé, sachant que les parents même ne sont pas passés par là. Vous êtes là depuis quand? Ça fait plus d'une dizaine d'années, depuis 95, 98 par là. Nous sommes dans les établissements. Ça fait longtemps, c'est vrai. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des parents qui ignorent que nous sommes dans les établissements. Alors que nous cherchons à rencontrer les parents. Voilà. Nous rencontrons les parents. Nous essayons de les sensibiliser même à l'importance au travail des conseillers d'orientation. Mais cela n'est pas toujours évident. Il y a une course aux notes actuellement. Une course aux notes, les moyennes. Alors que les notes révèlent des capacités, des aptitudes, tout à l'heure j'en ai parlé. Des aptitudes. Pour quelqu'un qui est scientifique, en principe, c'est quelqu'un qui a un raisonnement logique. C'est quelqu'un qui est capable d'être rigoureux dans son travail, qui est capable d'abstraction, de mener des hypothèses. Quelqu'un qui est littéraire, c'est quelqu'un qui a de bonnes capacités de rédaction, qui sait hiérarchiser des idées, les trier, tout ça. Donc déjà, les notes révèlent des individus. Mais nous essayons d'accompagner des enfants, mais ce n'est pas toujours évident. Et il faut reconnaître aussi que parfois, l'école ne nous accompagne pas. Lorsque je parle d'école, ce sont les personnes qui travaillent à l'école. Sinon, le système a vu l'importance, c'est pour ça que nous sommes dans les établissements. Mais maintenant, on ne nous sollicite pas trop. On voilà, vous met en première ligne. Pas forcément, pas de première ligne, mais nous travaillons en complémentarité avec les enseignants. Oui. Voilà, maintenant, comme c'est quelque chose qui est nouveau, relativement nouveau, ce n'est pas facile de changer les habitudes. Oui. Mais c'est au fur et à mesure que les gens maintenant commencent à prendre conscience. Voilà, c'est vrai que le mouvement n'est pas très accéléré, mais il y a une prise de conscience également qui se fait. D'accord, il y a des priorités là. Aujourd'hui, la priorité est donnée à la note, c'est ça? Oui. Or, alors sur la même ligne que la note, vous êtes là aussi. Le conseil d'orientation intervient également. Voilà. Parce que dans notre travail, il faut dire qui est réellement le conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation, c'est un agent de l'État, c'est vrai, mais il a 3 aspects dans son travail. L'aspect que nous appelons de façon générale pédagogie, nous apprenons aux enfants à travailler. C'est vrai que les enfants ont reçu un enseignement en classe, mais à la maison, nous leur montrons comment étudier, comment apprendre les leçons. On n'a jamais appris à quelqu'un à apprendre une leçon. Généralement, on dit « va étudier » à l'enfant. L'enseignant dit « tu n'as pas appris tes leçons ». Mais comment cela doit se faire? Il y a des stratégies, des méthodes de travail que nous, les conseillers d'orientation, nous enseignons, nous montrons aux élèves. Donc, lorsque l'enfant déjà a ces capacités-là de savoir travailler, connaît les stratégies, forcément, il est efficace. Et c'est vrai que ce n'est pas le thème de l'émission, mais il y a beaucoup de choses à développer. Nous leur montrons comment élaborer un emploi du temps de travail, de maison. C'est différent de l'emploi du temps de l'école. Très bien. À la rentrée scolaire, déjà, moi, je fais ma demande à la rentrée. Nous identifions également le profil d'apprentissage des élèves. Qu'est-ce que ça dit? Il y a différents types de mémoire. Il y a la mémoire auditive, la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique. La mémoire auditive, c'est pour les personnes qui apprennent et retiennent efficacement en écoutant simplement. Vous allez voir que dans les classes, il y a des élèves qui sont là. Lorsqu'ils sont présents, lorsque l'enseignant parle, qu'ils suivent, qu'ils ne sont pas distraits, automatiquement, ils n'ont même plus besoin de revoir les matières à la maison. Automatiquement, ils enregistrent. Pour les visuels, ils ont besoin de voir. Et ce sont des élèves qui ont besoin d'exemples pour apprendre. Et puis maintenant, il y a les kinesthésiques. Ce sont des élèves qui sont défavorisés par le système. Parce que ce sont des gens qui apprennent par le mouvement, par le corps. Mais vous conviendrez avec moi qu'avec le corps, ce n'est pas facile. Quelle matière on pourrait apprendre avec le corps? Ce sont des enfants qui réussissent généralement en EPS et puis en dessin. En art plastique. Là où ils montrent des aptitudes vraiment, je peux dire, motrices. Donc, avec ces éléments-là déjà, on accompagne les enfants avec cette prise de conscience. Pour un élève qui est kinesthésique, par exemple, il sait que ça sera difficile pour lui d'intégrer une filière à l'université où on doit apprendre, par exemple, par cœur. C'est vrai qu'il faut comprendre ce qu'on apprend, mais il y a des filières où le par cœur est beaucoup valorisé et est beaucoup exigé. Cet élève-là aura forcément des difficultés. Donc, il faut pouvoir se connaître d'abord. C'est pourquoi j'insiste toujours sur cet élément-là, la connaissance de soi. Savoir comment on fonctionne au niveau cognitif, au niveau des connaissances. Savoir comment on fonctionne au niveau de l'affection, des relations avec les autres individus. Et avec ça, on s'oriente. D'accord.
très bien. Seydina, vous avez la parole et on passera à l'autre côté tout de suite, tout en rappelant aux téléspectateurs qu'ils pourront appeler s'ils sont bacheliers ou encore s'ils sont à divers niveaux, appeler pour poser des préoccupations. Madame Kessé Félicienne, conseillère d'orientation, aura quelques clés pour ces personnes-là. Bien, c'était concernant le premier développement de la dame, où j'ai trouvé ça très théorique et très occidental d'ailleurs. Il n'a pas même essayé de développer ça un peu parce que j'ai l'impression que j'entends quelque chose de nouveau qui en réalité n'existe pas dans ce pays parce que tout ce qu'elle a développé, parce qu'elle a parlé d'apprentissage des corps, ça, on parle de danse et autres, elle a parlé même des élèves qui n'ont pas peut-être la possibilité d'aller encore intellectuellement plus loin, qu'il y a des ouvertures aussi qui peuvent se faire peut-être dans les métiers. Elle a parlé depuis 6e. Or, je vois une dame qui a été formée pour aider, mais qui aura des problèmes parce que devant, ce qu'elle commence, ça ne pourra pas aboutir parce qu'il n'y a pas de débouchure là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opportunité là. Elle n'est pas seule. Hein. Non, oui, quand je dis elle, je parle du système. Parce que le système même devant va même sceller le problème, les efforts qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on a l'impression que théoriquement, on peut engager ça dans l'école, mais dans la pratique, et puis les résultats seront biaisé. Ça fait 10 ans déjà que... 10 ans, ça fait 10 ans et on ne le sait pas. Ça fait 10 ans on ne le sait pas parce qu'on ne voit pas forcément, je ne vais pas dire les preuves de ce qu'ils sont en train de faire, mais elle-même, elle a dit que l'école, c'est-à-dire des enseignants, ne sont même pas compatibles avec ce qu'elles sont en train de faire. Ça veut dire qu'on a l'impression que le système est inutile. Non, pas les enseignants, je veux dire, il y a une course aux notes. Il y a des acteurs qui ne les aident pas dans... Ceux qui n'aident pas, peut-être se disent que... En guillemets, peut-être se dit en dessous, mais ça c'est inutile, voilà, ils ne vont pas la porter. La chose. Mais autre chose que je voudrais ajouter, enfin, à votre permission, le truc est que, comme je disais, c'est une vue d'en haut. C'est une vue d'en haut. Elle est de bonne foi, mais pour moi, la pertinence laisse encore à désirer. Maintenant, le truc est que, quelles que soient leurs bonnes intentions, ils essaient de s'insérer dans un système qui, lui, ne change pas. Qui, lui, ne change pas. L'enfant qui a l'aptitude kinesthésique, qui a l'aptitude auditive ou bien qui a l'aptitude, le troisième mot que je n'ai pas mémorisé, voilà, visuel. Voilà. Tous ces enfants-là sont mis dans un seul et même canevas et évoluent ensemble. En fait, ça me fait penser à un test qu'on veut faire passer à un singe, à un poisson et à un éléphant en leur demandant de grimper à un arbre. Vous comprenez? Le singe, il part, il grimpe. L'éléphant vient, il ne pourra pas. On va dire qu'il est nul sur la base de ça. Le poisson, même avant de commencer, il meurt parce que ce n'est pas son milieu de vie. Vous comprenez? Si par contre, vous les mettez dans l'eau, vous donnez toutes les chances aux poissons. Ce que je décris, c'est que on nous donne des gens de bonne foi qui viennent avec des idées nouvelles, voulant aider, mais ils sont dans un système qui les phagocyte et qui les empêche de développer. L'école telle qu'elle est menée en ce moment-là, avec les matières que nous connaissons, ne met pas à chance égale tous les enfants. Vous comprenez, chacun ayant ses aptitudes. Pour moi, il faut faire l'école au talent, il faut faire l'école à l'aptitude. Il faut déceler très tôt ceux qui ont les capacités d'exceller dans la création corporelle ou visuelle, tous les métiers en rapport avec l'art et autres. Ceux qui ont la chance d'exceller dans les métiers dits techniques ou technologiques, ceux qui ont la chance d'exceller dans les sciences. Pour moi, ce dépistage doit se faire très tôt. Et dans un système réussi, selon moi, dès le lycée, il devrait y avoir une division, vous comprenez, basée sur les différentes aptitudes, de sorte à ce que je reviens à cet enfant. Là-bas, en France, le bac, il n'y a pas que le bac A, D et C. Il y a plusieurs autres filières. Chez nous, ici même, il y a des filières, même, c'est seulement quand on proclame les résultats qu'on est informé de leur existence. Vous comprenez? Les gens ne savent pas tout ça et ils font un travail qui est méconnu. Mais justement, le travail est méconnu parce que le système dans lequel ils font ce travail-là n'est pas approprié. On reviendra tout de suite. Ne me coupez pas, s'il vous plaît. Comme additif, c'est pour ça que j'ai toujours prôné ici qu'on puisse adapter notre système à nos réalités. Parce que, jusqu'à peu du contenu, nous sommes dans un système français. Or, nos réalités ne sont pas les mêmes réalités qu'en France. Alors, donc, je pense que si depuis le CM2, la 6e déjà, le système qu'ils sont en train de mettre en place puisse être dans la pratique et dans la réalité
comment on appelle ça, on puisse le mettre en œuvre, je pense que tous les élèves auront la chance un jour de pouvoir avoir un métier. Voilà, vous prenez l'école pas comme une finalité, mais comme un moyen de pouvoir exercer quelque chose plus tard. Permettez-nous de revenir et rappeler aux téléspectateurs qu'il est temps de pouvoir réagir au sujet 22 42 54 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus 225 22 42 54 pour ceux qui sont à l'étranger et facebook.com/on garde le contact pour ceux qui sont habiles sur la toile. À tout à l'heure. Voilà, le travail de conseiller d'orientation est un métier connu. Ça, il faut vraiment souligner ça de plusieurs traits. Voilà. Tout le monde a rencontré un conseiller d'orientation dans sa vie. C'est vrai que la pratique a profondément évolué, a changé, ça s'est amélioré. Avant, il n'y avait qu'un 35 conseillers d'orientation pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes environ 1000. Donc, nous travaillons. 1000, c'est vrai que c'est peu, mais la tendance continue. Et c'est ce que j'aimerais dire. Par rapport à tout ce que vous avez dit, vous parlez de théorique, d'occidental, mais moi je pense que c'est quelque chose qui existe ici. Quand on parle de métier, avec la mondialisation, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des jeunes Ivoiriens qui se trouvent ailleurs et qui sont très efficaces et compétents. Il y a des personnes aussi ailleurs qui interviennent efficacement en Côte d'Ivoire. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il n'y a plus d'Africains, il n'y a plus d'Européens ni d'Américains. Tout le monde reçoit une même formation. Et les connaissances que je suis en train d'évoquer, ce sont les connaissances d'une personne qui a été formée typiquement en Côte d'Ivoire. J'ai fait l'Université de Côte d'Ivoire. J'ai fait l'ENS, l'École normale supérieure d'Abidjan. Je ne suis pas allée faire une formation ailleurs. Donc, ce que je dis, ce n'est pas théorique. C'est vraiment la réalité. Mais les gens ne veulent pas s'adapter. C'est vrai, les changements amènent beaucoup de choses. Beaucoup de gens ne veulent pas changer parce qu'ils sont peut-être angoissés. Il y a plusieurs raisons. Nous allons dans la commune du Plateau, il y a une préoccupation là-bas. Monsieur Tambla. Tambla est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Avez-vous des préoccupations par rapport à l'orientation après les examens? Oui, en fait, j'ai une préoccupation, une question qui s'adresse à Mme Kessé. Elle a tout à l'heure énuméré les critères d'orientation. Mais à aucun moment, je n'ai entendu l'aspect financier. D'accord. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que pensez-vous que quelqu'un qui remplit donc tous les 4 critères qu'elle a cités, sans prendre en compte les critères financiers, parce que quand vous aimez une activité, vous avez la passion pour une activité, que demain vous l'exercez, si éventuellement vous n'avez pas de rentabilité en termes financiers, la passion c'était, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas évoqué l'aspect financier dans les critères qu'elle a énumérés? Est-ce que l'aspect financier n'est pas pris en compte dans l'orientation d'un individu après le bac? Quand vous parlez d'aspect financier, vous voulez dire la rentabilité de la filière choisie? Quand vous utilisez les 4 critères, vous vous orientez, si vous n'avez pas pris l'aspect financier en compte pour l'activité que vous voulez exercer demain, naturellement, vous attendez en retour quelque chose. Rentabilité, oui. On vous a saisi. J'ai parfaitement compris ce qu'il demande. Merci. J'ai donné 4 critères. Je vais revenir rapidement là-dessus. Le premier critère, ce sont les traits de personnalité, les qualités et les défauts. Ensuite, il y a les aptitudes, les intérêts et les valeurs. Avec tous ces 4 éléments-là, la personne a un profil qui va forcément correspondre à un secteur d'activité. Mais c'est vrai que la personne doit pouvoir tenir compte de sa situation économique, la situation économique de ses parents. Et en fonction de cela, même si la personne envisage de faire quelque chose, la personne va pouvoir trouver sa voie. Qu'est-ce que ça dit? Pour quelqu'un qui veut par exemple faire l'université, on sait que par exemple les études ont un certain coût. Je sais que je ne peux pas faire l'université. Je peux déjà, avec ce que je veux faire, commencer par un concours. Il y a des concours qui sont ouverts. Je passe un concours, je travaille. Je peux continuer dans la voie si vraiment c'est ce que j'ai pu identifier. Si ce n'est pas ma voie, la plupart du temps, qu'est-ce que les gens
essaie de dire, non, je vais chercher un métier pour me procurer un peu de revenus. Mais j'ai un revenu et puis après, en formation continue, en cours du soir, on continue. Et c'est ça qui marche aujourd'hui. Et c'est ça qui marche. Nous tous, nous avons procédé de la sorte. Il y a des situations vraiment qui sont dramatiques au niveau financier pour certains élèves. Mais il faut pouvoir tenir compte de qui nous sommes. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. C'est vrai que peut-être je n'ai pas donné de plus amples informations, mais si vous me le permettez, je vais revenir encore sur les éléments. Le premier élément, les critères de personnalité, mes qualités et mes défauts. Pour une personne qui parle beaucoup comme moi, par exemple, il y a des métiers que je ne peux pas exercer. Donc forcément, on a des éléments pour cela, des métiers qui peuvent correspondre. Les aptitudes, j'ai donné également les différents profils. Les intérêts, quels sont les secteurs d'intérêt qui peuvent m'intéresser? Mais les valeurs. Au niveau des valeurs, c'est très important. J'ai dit que c'est un des éléments qui influençaient la prise de décision. Il y a des personnes qui aiment beaucoup l'argent. Quand je dis qui aiment beaucoup l'argent, qui ont pour valeur l'argent. Donc, les personnes sont prêtes à exercer tous les métiers où elles peuvent avoir suffisamment d'argent. Mais il y a d'autres qui ont d'autres valeurs. Il y a d'autres, c'est le respect, la considération dans son travail. Il y a d'autres, c'est l'ambition. Il y a d'autres, c'est la sécurité, la santé. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, il faut qu'on puisse s'orienter convenablement. Et lorsqu'on fait tous ces éléments-là, on va se rendre compte que par rapport à qui on est, on peut forcément trouver sa voie. Bien noté. Merci, M. Tambla. Nous espérons que vous avez pris bonne note. Allons-y à Gonzagueville et retrouver Touré. Touré qui souhaiterait poser une question ou ajouter quelque chose à ce plateau. Touré, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. On vous entend faiblement, Touré. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, je voulais participer à l'émission. Très bien. Alors, on vous écoute, Touré. Oui, je suis d'abord, oui. Bon, néanmoins, je voulais expliquer quelque chose à l'animatrice. J'ai ma fille qui retient parfaitement tous les morceaux de Didier Arafat. Malheureusement, quand j'ai une leçon de au moins 3 lignes, elle est incapable de les retenir. Bon, sa fille maîtrise tous les morceaux de Didier Arafat. Alors, c'est quoi le problème alors? Une leçon de 3 lignes, elle n'arrive pas à la retenir. Elle n'arrive pas à retenir une leçon de 3 lignes. Or, Arafat, avec ses onomatopées, c'est vraiment compliqué, mais elle arrive à restituer tout cela. Est-ce que... Il faudrait pouvoir identifier le profil de l'enfant, déterminer son type de mémoire. Est-ce que c'est visuel Voilà, si c'est kinesthésique ou bien si c'est auditif. Maintenant, avec cela, dans un premier temps, on conseille, il y a des stratégies. Ça doit être auditif. Si c'est le mouvement, c'est kinesthésique. Non, elle retient les chansons, donc c'est auditif. Voilà. Auditif. Donc il y a une façon de procéder. La plupart du temps, ces personnes-là apprennent par répétition, en lisant, lecture plus répétition. Le fait de lire plusieurs fois, ça s'incruse. Parce que la personne lit à haute voix ou bien à voix basse, mais de façon intérieure, mais déjà cela s'incruse et se réalise. Maintenant, il faut voir aussi l'intérêt pour l'activité. J'ai parlé d'intérêt. Il faut pouvoir montrer à l'enfant l'importance du travail scolaire. Et ça, c'est au niveau des parents. Montrer l'importance du travail scolaire. Il y a beaucoup de parents qui dénigrent le système devant leur enfant. On va à l'école, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de travail, les enfants, devant les enfants. Ça fait mais un enfant, l'enfant sera démotivé. Un enfant qui entend cela, mais pourquoi est-ce que je dois faire des efforts si je sais qu'au bout, je ne vais pas avoir un métier, mon frère qui a fait un BTS n'a pas de travail, par exemple. Donc, c'est déjà au niveau des parents. Il faut valoriser le travail. Il faudrait que l'enfant voit son père apprendre et travailler. C'est difficile de rencontrer certains parents avec un bouquin à la maison en train de lire. L'enfant ne va pas apprendre à lire, ne va pas aimer la lecture. L'enfant apprend par imitation. Je ne sais pas quel âge a l'enfant, mais jusqu'à partir de 10-11 ans, l'enfant apprend par imitation. Et les enfants imitent leurs parents. Donc, ceux qui ne voient pas, ils ne le font pas. D'accord. Merci beaucoup. Seydina, rapidement, on ira sur la toile. Bon, d'accord. Moi, ce que je voulais dire, je voulais demander à Adam, parce que j'ai vu un peu, excusez-moi, un peu de contradiction dans ce qu'on dit à Madame Kessi. Parce que quand elle a parlé il n'y a pas d'école africaine occidentale. Oui, parce qu'elle le justifie. Des Africains sont excellents ailleurs, comme d'autres nationalités sont performantes ici. Bien. Maintenant, la réalité montre autre chose. Parce que tout à l'heure, elle a dit que pour s'orienter ou bien pour faire ce qu'on veut, il y a une question qu'il faut se poser. Qui sommes-nous? Quels sont les intérêts? Quelles sont les valeurs? Alors, je pense que qui sommes-nous? Ça peut être des identités déjà qui sont déjà différentes.
les valeurs sont différentes, les intérêts aussi sont différents. Ça, c'est un. Et puis de deux, je pense qu'il y a beaucoup de démonstrations qui ont déjà montré ici qu'il y a des gens qui viennent avec des diplômes ailleurs. Quand ils arrivent ici, ils n'arrivent pas à s'adapter avec les réalités qui sont là et qui retournent avec ces diplômes, qui retournent aller travailler ailleurs. Donc, je suis d'accord qu'on peut être formé dans un système français et exceller en France. Et on peut être formé dans un système, s'il y a un système ivoirien, on peut être formé dans un système ivoirien pour exceller ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'un Africain ou un Occidental ou un Chinois ne peut pas maîtriser tel ou tel système, non. Mais quel que soit l'école, je pense que l'aboutissement de l'école, c'est que l'individu qui a été formé puisse se mettre au service du développement de son milieu. Alors, si on est formé dans un milieu qui n'est pas en harmonie avec nos réalités, évidemment, on ne pourra pas se mettre au service de ce développement. Réponse rapide, Madame. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, parce que quand elle n'a pas de mondialisation. Le système éducatif ivoirien est performant et il donne les éléments qu'il faut aux individus. C'est vrai que les individus ne s'adaptent pas facilement parce qu'avec la crise, je pourrais dire, il y a beaucoup de choses qui arrivent subitement à l'Ivoirien. L'Ivoirien découvre certaines choses de façon subite. Il faut vraiment prendre conscience. Et c'est cette prise de conscience-là que nous appelons. Il faut vraiment prendre conscience. D'accord. Et surtout, vous avez dit quelque chose de très important, ne pas dénigrer le système devant ses enfants. Parce que vous leur demandez d'aller à l'école le lendemain, c'est vrai qu'ils se posent des questions. Là, il y a une contradiction dans l'affaire du papa. Il me dit l'école n'apportera rien et il me demande d'aller à l'école. Nous allons à William-Civil trouver Amon. Amon qui est à Willy. Bonjour, Amon. Oui, bonjour. Merci. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, préoccupation, Amon? Bon, pour moi, M. Dina a complètement raison. Hein, parce que le système ivoirien n'est pas adapté. Parce qu'on copie sur le système français. Aujourd'hui, on finit les études, on a les diplômes, on ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'on veut copier-coller sur la France. Bon, on ne peut pas tout faire sur la copie française. Démontrer. Il faut qu'on ait notre propre système à nous-mêmes. Pour aller de l'avant. Je veux dire, la France a quoi à voir dans le fait, par exemple, qu'on soit bien ou mal orienté après son bac? Bon, malheureusement, Amon. Bon, Seydina, comme c'est vous qui le soutenez, oui. Non, je veux dire, dans l'orientation, je ne vois pas en quoi Mohamed, prenons un exemple très simple. Prenons un exemple très simple. Un élève qui a été orienté en criminologie, il va faire peut-être 10 ans, bien 7 ans, il va sortir. Mais il devient quoi ici en Côte d'Ivoire? Or, un élève qui a un diplôme en criminologie en France peut travailler tranquillement. Parce que la criminologie, les crimes qu'on apprend là-bas existent. En France ou existent aux États-Unis. Mais ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas ici. Par contre, à faible dose peut-être. Bon. Si, à faible dose. Donc vous voulez dire que parce que la filière existe en France, que ça existe on ici. Crée la filière ici, même sans déboucher. Et c'est comme ça, il y en a beaucoup comme ça. Par contre, si on tenait compte de nos réalités et qu'on crée une faculté qui allait valoriser les médicaments traditionnels ou l'agriculture, je pense que les élèves qui seront formés là-bas pourront se mettre à disposition. Il y aura des débouchés. Il y aura des débouchés. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir la chose, Madame Kessé? Mais c'est comme ça, l'école doit fonctionner. Il faut dire que le système doit être pluriel. Le système doit être pluriel, on doit pouvoir retrouver tous les profils. Lorsqu'il parle de criminologie, il faut savoir que c'est une formation qui est faite au niveau de l'université. Et tout à l'heure, en offre, j'ai donné un peu l'importance de l'université. On va à l'université pour avoir l'esprit critique, pour avoir la connaissance générale, pour apprendre, à pouvoir s'adapter dans la société, à prendre des initiatives, à pouvoir faire des recherches, par exemple. Donc, lorsqu'on va à l'université, écoutez-moi bien, après la maîtrise en criminologie, cette personne-là est capable de s'intégrer. C'est vrai qu'il y a les concours, mais les concours, on apprend à la personne à raisonner. Lorsqu'on apprend à raisonner, on doit pouvoir s'adapter, s'intégrer dans la société. C'est vrai qu'on donne des éléments de culture, c'est vrai, des connaissances générales qui ne peuvent pas nous permettre de travailler directement. C'est vrai, mais on peut passer des concours et travailler parce qu'on a appris à raisonner, à réfléchir, à argumenter. D'où l'importance des filières. Je crois qu'il n'y a pas de débouchés. Une seconde seulement. C'est ce qui veut dire même que notre système n'est pas bon. Parce que, voyez-vous, je vous en prie, 13 ans passés sur les bancs jusqu'à arriver au bac, 7 ans à l'université, quand on sort, il faut passer encore un concours pour aller chercher du boulot. Bon, il faut adapter, il faut réadapter notre système. Je veux dire, c'est pour corser la formation. Culture générale, je dois faire 20 ans dans culture générale. D'accord. Bon, Burkina Faso, monsieur, si c'est
est en ligne. Bonjour Cissé. Oui. Vous nous appelez de quelle ville de Burkina, Cissé? De Ouagadougou. Ouagadougou, la capitale. Êtes-vous concerné par le bac cette année? Non, non. Bah, on vous écoute alors. Question? Non, non, je vais donner mon point de vue. On vous entend faiblement. Je vais donner mon point de vue aussi. Vous voulez? Donner mon point de vue. D'accord, on vous écoute alors, Cissé. Ok. J'ai beaucoup écouté vos invités. Je peux prendre mon exemple. J'ai fait la Côte d'Ivoire. Il y a eu un bac D. Bac D, oui. Voilà. Et j'ai été orienté au Burkina Faso à l'université de Ouagadougou en histoire. Vous voyez que c'est le jour la nuit. Mais j'ai compris que j'avais été mal orienté et je me suis mis à travailler. Et en fin d'année, c'est en deuxième année, pendant ce temps, mes amis qui avaient fait la série A ont repris l'année. Et ceux qui avaient fait les études au Burkina Faso, certains ont repris. Voilà. Et donc, je me suis demandé à la conseillère comment tout cela. D'accord. Lui, il a eu un bac D en Côte d'Ivoire. Il a été orienté en histoire géo au Burkina Faso. Il a estimé qu'il n'a pas été bien orienté. C'est une série, c'est une filière qui est bonne pour peut-être la série littéraire. Il a eu le bac D. Le bac D, voilà. Le bac D. Alors, il pose ce problème-là. Il estime avoir été mal orienté et parce qu'il s'est retrouvé, comme Inabo l'a dit là, à un concours de natation éléphant, poisson. Non, en fait, il faut bien comprendre et il faut revenir au départ. Quand on parle d'orientation, il y a plusieurs voies qui s'offrent aux individus. Tout à l'heure, je vais donner la réponse à mon collègue invité avant de pouvoir venir à M. Cissé. Il y a plusieurs voies. Il y a la voie universitaire qui donne la culture générale. Il y a la voie des grandes écoles où il y a la formation théorique plus pratique professionnelle. Et il y a la formation professionnelle. Donc, je pourrais dire que, entre guillemets, chacun est libre de choisir la voie qui lui correspond. Pour quelqu'un qui a eu un bac D et qui estime qu'il a été mal orienté par rapport à quoi? Non, mais il dit qu'il est dans une filière ou une faculté dans laquelle d'autres séries seraient vraiment plus habiles que lui. Le bac D, c'est un bac dans lequel on retrouve des élèves qui sont moyens, qui ont un profil de littéraire et en même temps un profil de scientifique. Mais ils sont moyens, donc 10, 11 de moyenne par là. L'histoire géo, il y a le profil scientifique. On fait beaucoup de statistiques, de calculs. Donc forcément, c'est adapté pour un élève de bac qui a eu un bac D. Ça correspond. Et c'est ça, lorsqu'on prend les aptitudes, au niveau des aptitudes, le profil, uniquement, cela correspond. Maintenant, vous savez qu'au niveau des filières, moi je dis que par exemple, il y a une course aux notes. Il y a beaucoup d'élèves qui courent après les notes, mais pas après les compétences. Or, les compétences sont vraiment très importantes. Pour un élève qui excelle, moi, par exemple, lorsqu'on me parle des notes, des moyennes, je souris toujours. On me dit un élève avec 12 de moyenne. Je demande, est-ce que l'enfant sait écrire correctement? Est-ce que l'enfant sait parler correctement? Est-ce que l'enfant sait résoudre des problèmes mathématiques? Oui ou non? Mais vous allez voir que les enfants, par exemple, qui ont 12 de moyenne en mathématiques, mais qui sont incapables de faire des résolutions mathématiques, d'avoir un raisonnement logique, par exemple. Donc, il y a quelque chose qui cloche par là. Donc, il faut voir un peu à ce niveau. Si on doit noter, moi, mes enfants en anglais aujourd'hui, ils ont entre 3 et 6 ans, ils auraient 20 sur 20. Parce que sur YouTube, ils ont tout appris, à compter, à lire, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils voient le chiffre, ils lisent en anglais, des centaines, ils font des merveilles. Et si on devait noter cet enfant-là à l'oral, par exemple, on lui aurait donné une très bonne note. Or, au niveau de la rédaction et d'autres choses, voilà. Ce que je voudrais me permettre de dire sur la base de ce que la dame a soulevé tout à l'heure, il faut reconnaître quand il y a une inadéquation entre deux entités dans un système. Il faut reconnaître ce que nous faisons, nous ne tirons pas
sur le système. Mais nous trouvons qu'il n'est pas honnête parce que c'est notre système de l'applaudir. Justement, nous en parlons sur ce plateau parce que c'est notre système. Et nous voulons que notre système s'améliore. Voilà de quoi nous parlons. Je dis que tel qu'il se présente, il met les enfants face à des chances inégales dans le dispositif. Quand on me dit que je sors de l'université, par exemple, du lycée à 16 ans, et que mon ami va dans ce qu'on appelle ici grande école, et que moi je vais dans une université, au bout de 5 ans, il est ingénieur et il est directement apte à travailler, à être inséré dans le tissu, à fonctionner. Moi, on me dit que j'entre à l'université pour aller poursuivre, pour m'engager dans un processus de quête de culture générale, histoire après de tenter une reconversion, etc. C'est en cela que je parle d'inégalité. On ne peut pas fonctionner comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une université à la sortie de laquelle on est apte à travailler? Voilà de quoi je parle. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas? On a le choix de créer notre système. On n'est pas obligé de faire une université dite de culture générale. On n'est pas obligé, si tant est que l'obligation n'existe pas pour nous d'adopter ce système-là, pourquoi est-ce qu'on perdu là-dedans? Et je vais terminer. Je vais terminer justement pour dire... L'histoire des maîtrises où on nous parle soit ici des recherches, de quoi, etc. Pour moi, permettez-moi l'expression, mais c'est du pipeau parce que c'est une arnaque. L'arnaque réside à quel niveau? L'arnaque réside en ce sens que celui qui est en train de faire le cycle ingénieur et puis celui qui est à l'université, les deux sont dotés de la même bonne foi. Chacun d'eux veut tout de suite là, avec les connaissances qu'il a acquises, être opérationnel. Mais qu'on ne me dise pas que celui qui est à l'université n'est pas lésé. Parce qu'il sort avec environ 80 000 personnes dans son cas face à un concours étatique où on lui parle d'environ 300 places. C'est ça aussi qu'il veut dire. Je préfère sortir ingénieur avec 1000 autres personnes quand je sais que j'ai l'avantage d'être directement opérationnel plutôt que de sortir d'un lot de soi-disant cultivés généralement qui doivent aller passer des concours pour choses. On va donner la priorité au direct, surtout au Gabon. Alors, pardonnez, on va au Gabon. Madame, qu'est-ce-vous, notez-vous, vous aurez la parole tout de suite. Monsieur Kouyaté est au Gabon et il souhaiterait réagir. Bonjour Kouyaté. Malheureusement, vite parti. On ira sur la toile aussi. Dans la même logique que lui. Rapidement, pour qu'elle puisse répondre. Voilà, parce que, voyez-vous, nous avons le complexe de la mondialisation et de l'internalisation des choses. Ce complexe, nous l'avons. C'est pour ça qu'on prend les systèmes ailleurs, on vient les déposer ici pour dire que nous sommes mondialisés, que nous sommes dans la mondialisation. Or, la mondialisation, je l'ai toujours dit, c'est l'addition des particularités. Et notre particularité, c'est quoi, au juste? Nous sommes sous-développés parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais il y a beaucoup à faire. L'école doit permettre comment on appelle ça, au gouvernement de former des gens pour répondre aux préoccupations qui sont là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, ce que j'aimerais dire à ce niveau, tout à l'heure, il a parlé d'inégalité. D'inégalité entre les universitaires et ceux qui sont des grandes écoles. Voilà. Déjà, je pourrais répondre qu'il y a le système LMD. Il a dit qu'il y a la licence professionnelle et il y a la licence de recherche. La licence professionnelle qui pourrait conduire directement à un métier et la licence de recherche. Ce que je veux dire, c'est que la société est plurielle. Il y a des personnes... Il est là depuis quelle année sur nos universités? Je dis que la société... Oui, le système LMD. C'est en cours. C'est en cours. C'est encore un système français. Oui, en fait, j'ai posé la question sciemment. Non, laissez-moi m'exprimer. Ce que je suis en train de dire, quand on parle, par exemple, de mondialisation, de système, il faudrait permettre aux jeunes Ivoiriens de pouvoir s'adapter au monde. Et lorsqu'on parle d'adaptation au monde, on ne parle pas forcément de ce que nous pouvons apporter ou pas. Nous avons des valeurs, nous avons des connaissances, nous avons des compétences, nous avons des jeunes qui sont pétés, qui ont envie de savoir, de connaître et d'apprendre. Et voilà, très jeunes maintenant. Mais maintenant, lorsqu'on rentre... Ils sont vieux et inopérants. Non, pas du tout. Mais ils sont vieux dans une université qui... Passé récent, on rentrait vieux, le temps était inquiétant. Non, mais il faut bien pouvoir comprendre ce qu'on va chercher dans certains lieux. Moi, je vous ai dit, c'est vrai qu'il y a certains qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'université. Mais lorsque les bacheliers doivent aller à l'université, nous, en tant que conseil d'orientation, nous leur indiquons ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir qu'il y a la pression également des parents. Mais quand on rentre à l'université, nous leur disons, lorsqu'on rentre à l'université, voilà ce
on a droit. Lorsqu'on rentre dans une grande école, voilà ce à quoi on a droit. Et on peut également aller faire une formation professionnelle directement, ou bien on peut passer le concours. C'est un choix. Mais pour celui, par exemple, qui décide d'aller à l'université, il n'est pas bien de dire qu'il faudrait penser sortir directement pour aller travailler. Il y a des personnes qui doivent réfléchir. Dans la société, lorsqu'on doit faire des choses, il y a des personnes qui doivent être là pour réfléchir, mener la réflexion. Il y a des personnes qui doivent être là pour exécuter. Mais toutes ces choses existent. Un ingénieur, prenons le cas d'un ingénieur. Un ingénieur, il est concepteur, c'est vrai. Voilà. Il conçoit, mais bac plus 5. Mais celui qui a un bac plus 3, BTS, il exécute. Ce que l'ingénieur a donné comme élément. L'ingénieur blanc n'est pas assis dans le bureau. Moi, j'ai un oncle qui est ingénieur automaticien qui travaille au Congo en ce moment, mais il est assis sur le chantier. Les gars mettent en œuvre des forages d'extraction d'eau potable, mais il est assis. En Côte d'Ivoire, il y a des chercheurs qui trouvent. Il y a, vous regardez toutes ces choses-là qui apparaissent. Non, mais bien sûr, il y en a de tout. Est-ce que la recherche est réellement financée en Afrique? Voilà le problème. N'allez pas former des gens pour dire que vous êtes devenus des chercheurs en sachant que nous sommes en train de mettre ces gens dans Vous changez de canal. Vous changez de canal. Non, je ne change pas de canal. Parce que vous avez dit que il y a des gens qui vont faire dans la recherche. Mais dans la recherche, quelle recherche? Qu'est-ce qu'il y a à la disposition pour faire la recherche? Mais il y a des travails. Nous avons besoin, s'il vous plaît, nous avons besoin, aujourd'hui, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, quand on regarde, on dit que le pays est en chantier. Ça veut dire que nous avons besoin des gens qui doivent travailler sur ces chantiers-là. C'est-à-dire que nous avons besoin des gens qui doivent être formés pour travailler sur ces chantiers-là. Parce que, voyez-vous, l'école forme des citoyens pour pouvoir travailler pour l'épanouissement de la société. L'école ne doit pas former des citoyens qui vont être aigris même contre la société. Monsieur, et malheureusement, c'est ce qui se passe. Quel est le sens du travail pour vous? Moi, j'aimerais bien le sens du travail. Le travail, c'est quoi? Le sens du travail, c'est l'épanouissement personnel d'abord, et puis ensuite l'épanouissement collectif. C'est-à-dire que celui qui travaille, il met ses moyens, que ce soit ses moyens intellectuels ou physiques, à la disposition de la société où il vit, pour l'épanouissement de toute la société. C'est-à-dire que pour le bonheur de toute la société. Et il y a des personnes qui travaillent pour leur épanouissement. Moi, je travaille pour mon épanouissement. Je suis heureuse de faire mon travail. Et je sais que j'aide aussi mes jeunes frères à pouvoir avoir leur but. Donc, je travaille pour le collectif, pour la société. Et moi, je trouve que dans la société, il y a de tout. Très bien. Il y a des personnes qui travaillent. Merci, madame. On revient tout de suite. Préoccupation sur la toile. Fatou, si vous permettez bien, on prendra le petit pont et nous allons prendre 3 à 4 personnes sur facebook.com/ et on garde le contact. D'accord, on va y aller directement si vous voulez bien, Fatou. Franck Aristide Ngoran, voilà, il dit ceci. Il faut revoir les critères et systèmes d'orientation car très souvent, ces élèves sont orientés dans des filières qui ne reflètent pas nos besoins. Conséquence, étudiants formés qui se retrouvent à gérer des cabines ou simplement se retrouvent à faire un boulot qui n'a rien à voir avec ce pourquoi il a été formé. Quelque chose à dire? Revoir les critères. Les critères à quel niveau? Les critères sont bien identifiés. Et les critères à lui. S'il est en train de gérer des cabines téléphoniques, déjà il a des compétences. La gestion, ça s'apprend. Et déjà lui, sans avoir appris, il est déjà capable de mener des activités dans ce domaine. Donc c'est quelque chose qui peut valoriser déjà. Donc moi je pense qu'on n'a pas forcément besoin de grands moyens de pouvoir s'intégrer dans une société. Déjà, la cabine qui gère, c'est une activité qui rapporte. Et c'est déjà un petit niveau qui veut progresser. C'est une attribution 13 ans d'études pour aller gérer 13 ans d'études. Non, je dis que c'est le début. C'est le début d'une activité. C'est même pas une activité, c'est une honte, c'est une humiliation. C'est pas une activité. Écoutez, madame, c'est une activité pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas été jusqu'à l'université. Ça peut être la gestion d'une cabine téléphonique. Écoutez, Mohamed, celui qui n'a pas été formé, celui qui n'a pas de diplôme, s'il commence par gérer une cabine téléphonique, on peut dire que ça c'est... Ok, mais la vie ne commence pas au 15e étage aussi. Non, il faut commencer. Lui qui est déjà arrivé au 15e. Lui qui est déjà arrivé au 15e étage. Il ne faut pas non plus qu'on lui dise d'aller mener des activités au premier. D'accord, Kofi Alfred Kakou. Souvent, on ne te oriente pas où tu demandes ni dans la filière que tu demandes parce qu'il se base souvent sur les notes obtenues à l'examen. Est-ce que... il y a quelque chose à dire. C'est vrai qu'il y a une pression au niveau des structures, mais je pense que dire qu'on n'oriente pas là où
on devait être orienté, cela n'est pas juste. D'accord. Je le dis vraiment en connaissance de cause. Celui du Burkina vient de dire le contraire. Hein? Non, mais il allait faire, un choix au Burkina. Mais c'est selon les aptitudes. Et un bac D peut être orienté. D'accord. Ok. Un étranger en Côte d'Ivoire. Kona Fabrice Bregas Yao. Bonjour, je suis un nouveau bachelier de la série D. Je suis de nationalité nigériane. Quel conseil pourriez-vous me donner à faire un choix dans une université ou une grande école de Côte d'Ivoire? Disons que l'inscription n'est pas directement automatique. Au niveau des grandes écoles, il faut pouvoir constituer un dossier au niveau des structures existantes, la DORES. Il faudrait avoir une autorisation spéciale pour pouvoir s'inscrire en tant qu'étranger. D'accord. Ézéchiel, le dernier. La bonne orientation après le bac ne dépend plus des élèves et des parents d'élèves, mais de la disponibilité des universités et des grandes écoles. Sinon, c'est dommage. Un bachelier de série A2 peut se retrouver en mine, géologie, pétrole dans une grande école. Le système l'impose. Grand merci aux fondateurs des grandes écoles qui se soucient des jeunes. En fait, ce que je voudrais dire, là, je voudrais m'adresser à tous les jeunes qui nous écoutent. C'est vrai que personnellement, j'en veux au système pour beaucoup de choses, mais je ne dirais pas qu'il est nul. Une chose qui ne marche pas et qui vient compliquer notre affaire, l'affaire de ces jeunes-là, c'est que très peu de jeunes ont des projets d'avenir. Combien de jeunes aujourd'hui sortent de l'université et ont un projet clair de ce qu'ils veulent faire de leur vie? C'est par là que ça doit commencer. On ne cherche pas à se faire orienter en fonction de la série qu'on a faite en terminale. Dans le style, j'ai fait un D ou bien A ou bien un C, dans quelle filière je pourrais aller? Non. On s'oriente par rapport au but qu'on vise. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Dans quel domaine je veux exercer? Quel métier je souhaite mener à chose? Et c'est en fonction de cela qu'on cherche le meilleur cheminement possible, la meilleure orientation pour pouvoir être à l'aise demain. Pour terminer, Mme Kessé, conseil à ceux qui viennent d'obtenir le bac, en rappelant que demain, on aura à débattre d'un autre sujet. Si on estime avoir été mal orienté, est-ce qu'il y a des voies de recours? Ça, c'est demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire en substance? Déjà, il faudrait que ces personnes-là apprennent à se connaître. C'est l'élément le plus important, se connaître. Je reviens là-dessus encore, il faut savoir qui nous sommes avant de savoir qui nous voulons devenir. Donc, essayer d'identifier ses traits de personnalité, ses qualités, ses défauts, ses aptitudes, ses intérêts et ses valeurs. C'est après avoir identifié tous ces éléments-là qu'on peut voir la voie qui nous correspond. Et cette voie-là ne passe pas forcément par l'université. Il y a d'autres voies. Il y a par exemple les grandes écoles. Il y a également les formations professionnelles. Il y a également la voie des concours. Merci beaucoup Fatou. Si le temps nous permet, nous avons quelques secondes pour les brèves, si vous permettez, ou dans le cas contraire, nous allons rendre l'antenne tout en donnant rendez-vous demain à partir de 13h30 en temps universel. Rapidement et en illustration, Culture Live, l'émission de live de RTI2 et Fréquence 2 a déjà démarré, madame, messieurs. Vous avez déjà eu le premier numéro hier, quelques illustrations pour vous, pour vos vacances. En tout cas, le live a repris du service sur RTI2. Voilà, voici quelques images de la première, je vais dire de la première manche, voilà, diffusée ce dimanche sur RTI2. Et aussi musique actu, vacances en folie du monde. Il y a eu du côté de l'industrie bar à Yopougon, à la rue Princesse. On a pu vraiment enregistrer vraiment de la présence d'artistes qui marchent fort aujourd'hui, et les prochaines étapes vous seront communiquées dans les bandes annonces, et vous aurez la diffusion du tout premier numéro Vacances en folie le dimanche 9 août prochain sur RTI2 à 18h30 en universel. Et pour terminer, le docteur Fala est arrivé hier nuit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'était Saint-Onil avant, c'est sur mon ordinateur Fatou. Et c'est nomme Saint-Onil. Il a lancé un titre qui fonctionne à merveille. Voilà, voici son arrivée. La presse était présente